Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue en ce lundi 1er décembre 2025. Émission un peu spéciale, je vous avoue que je suis assez honoré d'être avec vous ce soir, puisque c'est pas n'importe quelle émission, c'est la 200e du Saint-Étienne Night Club. Alors c'est un peu un jour de fête pour nous, on a vu les feux d'artifice dans Geoffroy Guichard ce week-end, des buts, des fusées en participe, en veux-tu en voilà. Et j'ai la chance pour cette émission assez spéciale d'avoir de sacrés artificiers aussi à mes côtés. J'ai entendu certains dire le fleuron de l'émission. J'ai la chance, vous l'avez pas vu depuis très longtemps. Vous avez peut-être, il va devoir se représenter. C'est Alex de Peuple Vert. Comment ça va, Alex ? Ouais, ça va très bien. Je pensais que tu allais parler de notre invité, en fait. On l'a pas vu depuis très longtemps. Mais ouais, ça va. Le fleuron, comme je m'auto-proclame exactement. Ça me fait plaisir. Ah bah c'est tout simplement le coach qui t'a appelé comme ça. Voilà, tu peux pas faire une mauvaise entrée sur le terrain après avoir reçu les louanges comme ça de la part du staff. C'est pas possible. Tu sais, je ressemble au mec qu'on appelle le dimanche à 11h30 pour partir à 11h45 sur un déplacement. Tu sais, écoute, il nous manque un gars. Ça dépend si on t'appelle le dimanche à 11h et que t'es en lendemain de cuite du samedi. Non. Donc voilà. Allez. On va voir ce que va dire ta prestation. Oh non, on va être quand même jugeant. On va être quand même. Deuxième artificier du soir, et il nous plante des banderilles pendant tout le mercato, il vous convainc, c'est un peu notre star des réseaux de la soirée. C'est notre bon vieux Clem. Comment ça va, Clem ? Salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Content de faire la 200e du SNC, même si ça fait pas longtemps que je suis chroniqueur permanent, mais on va discuter d'un match en plus qui a été sympa. Je trouve qu'il changeait de d'habitude, en termes de score évidemment, mais aussi sur plein d'autres aspects. Donc ça va être sympa. C'est vrai que j'ai la chance, hein. J'ai un historique de l'émission avec Alex, et j'ai deux plutôt récents intervenants autour de la table, puisque au chat je n'ai pas l'historique, hein. Vous doutez bien qu'il est venu une fois parmi nous il y a peu, et il n'est pas prêt de remettre les pieds avec la plèbe. Karl n'est pas là, mais c'est une chance, rassurez-vous, puisqu'on a la chance d'avoir Gab avec nous pour le chat. Ça va, Gab ? Salut Kevin, salut Alex, salut Clem, ça va très bien. Salut tout le monde au chat et à ceux qui nous écouteront en podcast. Et ouais, comme disait Clem, plaisir d'être là sur la 200e et de débriefer un match qui sort un peu de l'ordinaire, je pense que tout le monde a passé un bon samedi soir, donc voilà, très content. Ouais, on va en parler. C'est peut-être une des rares fois où j'ai vu, peut-être même la seule fois où j'ai vu le Stade Geoffroy Guichard célébrer un but de l'adversaire. Et ça, c'est pas rien, on va devoir en parler pour le débrief de ce match de Coupe de France. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Ce match de Coupe de France, messieurs, dames, les supporters, et vous autour de la table, messieurs, c'était un match qu'on savait avec une ambiance un peu particulière, où il y avait quelque chose qui dépassait la rivalité sportive. Il y avait même du supporterisme de la part de l'adversaire. C'était une ambiance bizarre, une ambiance un peu festive, un peu peut-être presque une soirée un peu hors du temps de notre quotidien de la Ligue 2. Elle a fait du bien quand même, cette soirée, Alex. Oui, elle a fait du bien dans l'esprit qui a été qui a été proposé notamment par l'AS Saint-Étienne en faisant beaucoup de communication autour de ce match, sur l'avant-match, sur l'après-match aussi. Donc quelque part, ça a été la fête qui était attendue, avec un adversaire qui, avant même la rencontre, était déjà battu d'avance, parce que je crois qu'il se satisfaisait amplement de ce que l'ASS avait organisé autour de lui. Et puis Stade Geoffroy Guichard comme un rêve de gamin pour tous les joueurs des côtés, et qui aurait été le même rêve pour nous si on avait dû jouer contre la SSE, en prendre 11, 15 ou 20, et puis même marquer un but, ce qui fut vraiment le point d'orgue de cette soirée.
Mais voilà, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, même si avec nos Verts, parfois, on a droit à de l'inattendu. Ouais, c'est à peu près ça, Clem. On s'attendait à une victoire, on s'attendait à un score large. Il a été plus que large. J'ai entendu dire que Saint-Étienne avait respecté son adversaire. C'est ce qu'on peut dire. Ça a été fait de façon carrée, on va dire. Ouais, clairement. Mais moi, sur le score, je suis pas surpris. J'en discutais avec des potes, avec mon père avant le match. Ouais, je voyais au moins 6-7 buts d'écart. C'est vraiment déjà un écart de niveau qui est immense, encore plus qu'avec Ketini il y a 2 semaines. Et c'est aussi, comme l'a dit Alex, tout l'environnement qui a été autour de ce match, le fait qu'on leur prête le bus des féminines, qu'ils dorment au centre d'entraînement, qu'ils s'entraînent chez nous, qu'on parle dans les médias, qu'ils fassent la conférence de presse avec nous. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses et ça fait qu'ils arrivent, les mecs, ils sont déjà rincés. Donc, de toute façon, c'était pas ça l'enjeu, c'était de passer une bonne soirée, une fête pour le foot local. Et ouais, on a clairement joué le jeu, nous, de notre côté, en alignant déjà une équipe qui était plutôt clean et puis en mettant les ingrédients qu'il fallait mettre. Donc, non, franchement, moi, c'était vraiment une super soirée. J'ai vraiment kiffé. C'était un moment, comme tu as dit, un peu hors du temps. Je pense qu'on revivra peut-être jamais ça de notre vie de supporter, un match comme ça. Mais franchement, c'était plaisant. C'était plaisant, ça change d'habitude et j'ai vraiment pris du plaisir quand même à regarder ce match, même en sachant que c'était déjà joué d'avance. Est-ce que on va bien sûr parler de tous les à côté du terrain, un peu en fil rouge de cette rencontre, parce qu'on peut pas complètement l'omettre. Ça a été un facteur important de ce match-là. Mais est-ce que de façon très générale, dans le contenu proposé, on parle du but encaissé où je dis on était qu'à la limite tous contents qu'ils aient marqué, de voir ce joueur des côtés qui a réalisé notre rêve à tous. Et voilà, est-ce que pour vous, vous en êtes contents quand même dans le contenu footballistique? Et est-ce que vous en tirez quand même des enseignements? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer même footballistiquement, parce que l'écart est gigantesque, hein, même avec une équipe largement remaniée quand même. Ouais, alors ce qu'on peut en tirer, pas grand-chose forcément, Ouais. mais si on pouvait quand même souligner quelques points sur l'attitude globale collective, quand je vois un 11 qui pour la défense, pour l'attaque, pourrait pourquoi pas être un 11 titulaire qui joue le jeu à ce point-là contre une équipe de R3. Il est hyper concentré, hyper pro, que ce soit sur le jeu avec ou sans ballon, parce qu'on a les pressés et tout, vraiment aussi. Bon, ça, c'était surtout les milieux de terrain. J'ai bien aimé l'activité du milieu de terrain au pressing. Ouais, quand on voit qu'on a vraiment respecté les consignes et qu'on a joué le match, bon, forcément pas comme si on l'avait joué comme un match de Ligue 2, parce Non, que il n'a tu pas peux été joué à 100% non plus. non, pas à 100%, et puis même sur certains gestes techniques et tout, sur certaines petites combinaisons dans les petites passes où tu vois que les mecs, voilà, ils voulaient aussi s'amuser. Mais tu as vraiment joué ce match. Donc ça, c'est déjà pour moi une belle chose, parce que vu l'effectif qu'on a, où des fois on dit qu'il y a certains mecs qui sont un peu suffisants et tout, machin, on aurait pu dire, ouais, les mecs, ils vont les prendre de haut, ils vont pas jouer, ça va être pénible. Là, c'était pas le cas. Donc déjà, moi, c'est un vrai point que j'ai bien kiffé, c'est que globalement, sur ce match-là, ouais, on les a respectés, on a été sérieux. Et c'est pas forcément ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Alex, toi, t'en as des enseignements à tirer de façon générale de ce match? Ouais, les enseignements, c'est qu'en effet, on a un coach qui certainement a su mobiliser aussi ses joueurs de manière à ce qu'ils ne prennent pas ce match par-dessus la jambe. On l'a vu assez rapidement, hein, même si j'ai trouvé que malgré le fait que ce soit une R3, ça a parfois été, non pas poussif, mais il y a eu des imprécisions, des imperfections. Oui. Et on s'attend quand même à ce que face à des adversaires comme ça, qui courent moins vite, qui n'ont pas la culture tactique d'équipe professionnelle, à ce qu'on soit encore plus en facilité. Alors 11 buts, c'est bien, mais 11 buts face à une équipe qui joue en départemental l'année dernière. Enfin, mettez-vous bien en tête la départementale, ce que c'est. C'est un niveau dans lequel vous pouvez presque jouer demain si vous signez dans un club proche de chez vous. C'est vraiment un petit niveau. La R3, c'est déjà un peu plus intéressant. Mais voilà, ce sont des promus en R3. Donc, moi, j'ai aimé surtout des mecs qui n'ont peut-être pas triché. Bernauer, finalement, qui tient sa place, il est revenu de blessure il y a peu de temps. Nadé, dont on sait qu'il joue avec des pépins physiques, il était bien sur le terrain. Et puis,
Et puis les autres qui jouent un peu moins ont montré qu'ils avaient faim, et qu'ils voulaient montrer des choses. Donc c'est positif et en effet on a respecté cet adversaire quel qu'ait été son niveau. Ouais, on pense surtout, je sais plus à quel micro il a répondu, mais il y a un joueur des côtés qui a dit qui a détruit le mythe qu'on se fait tous devant les matchs. Nous, on se dit, on a l'impression. Il a dit, on a l'impression que les joueurs ils avancent pas, qu'on pourrait faire mieux, qu'ils font pas. Et en fait, les mecs vont à 2000. Donc, il a dit, je l'ai critiqué, mais je les critiquerai plus jamais. voilà, donc c'est quand même, on se rend pas compte, comme tu dis, il y a un monde d'écart. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui ont fait du foot, souvent, quand on regarde des matchs à télé, on se dit, ah ouais, tu penses qu'on en prend combien si on joue tel club, voilà. Je pense que ça, c'est la magie de la coupe. On a pu se donner un ordre d'idée que, avec notre niveau, allez, jusqu'à régional, on prend une valise contre un club qui force pas forcément. Gab, j'ai bien envie d'avoir le ressentiment du chat parce que je vois que le chat est très actif pour cette émission anniversaire. Ouais, quelques messages qui sont arrivés. Déjà, quelques messages de félicitations pour la 200e du Centenary Club, donc c'est toujours appréciable. Sinon, on a Céline, justement, auditrice très fidèle, qui nous dit qu'elle a vu samedi un match qui réconcilie les amateurs de football avec le sport, justement. Il y a eu de l'amitié, de la joie, du respect. Elle félicite tous les acteurs de la rencontre qui a renvoyé une très belle image du foot. Elle dit aussi que la fête attendue a bien eu lieu et quelle fête. Donc je pense que ça, c'est un petit peu un sentiment qui est partagé par tout le monde. Euh, on a Sam sur YouTube qui nous dit, je retiens la célébration panthère du buteur supporter adverse sur le coup franc. C'est vrai que ça a dû faire sourire pas mal de monde. On a Franck qui nous dit, qui retient comme disait, je crois, Clément en début d'émission, le sérieux des jeunes comme des moins jeunes, puisque on a bien vu que les Verts ont vraiment respecté cette équipe des côtés malgré l'écart de niveau. On a Guy qui nous met deux petits messages un petit peu marrants. Il nous dit un quadruplé de Ben Holt, ça rentre vraiment dans l'histoire. Et il nous dit aussi maintenant, ce sera, bon, on en parlera plus tard, mais le tirage au sort nous a offert l'OGC Nice. Ça lui rappelle le jubilé d'Abdelhamid l'an dernier, le 8-0. Il nous dit qu'Abdelhamid mériterait de venir donner le coup d'envoi. Donc, donc voilà, un petit peu taquin. On a Il le donnera à Nice. Pardon. Ouais, c'est ça, il est. C'est clair. On a Pilou sur Twitch qui nous dit j'ai bien aimé la prestation de Paul Aymar, toujours disponible et avec un gros abattage sur le terrain. On a Arnold qui nous dit que c'était une belle fête du football ligérien. Bravo à la SSE d'avoir organisé de la sorte la rencontre et d'avoir fait vivre à ses amateurs un moment hors du temps. Ça fait du bien de voir des gens capables de se rassembler autour d'un match de foot, quel que soit le score final. Et petit taquet à Brice Maubleu. Merci à Maubleu, à qui je soupçonne une main légèrement moins ferme pour laisser passer le ballon sur le coup franc. Il a fait beaucoup d'heureux. Donc voilà, globalement, on a Franck qui nous dit aussi sur YouTube, c'était magnifique, quelle fête. Euh, on a Olex qui nous dit c'est la première fois que les adversaires sont nos supporters. Donc voilà, globalement, beaucoup de positifs sur cette soirée qui au final, je pense, vraiment a donné une belle image du football. Ouais. Ouais, merci. Et moi, je voulais revenir juste sur l'avant-match parce que j'ai été un petit peu critique quand même sur la façon dont la SS menait cet avant-match, où j'y ai trouvé à un moment donné, tellement on en faisait, presque un peu de condescendance. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai eu ce sentiment, mais en fait, le match m'a donné tort. Mais avant, je trouvais qu'on en faisait beaucoup. Perrin qui va annoncer aux joueurs le truc, venez dans notre bus, venez en conf de presse avec nous, venez dormir à l'Etra. Enfin, à un moment, je comprenais la convivialité, mais quelque part, je me disais, ils endorment presque l'adversaire ils les tuent avant le match, quoi, les pauvres. Et je trouvais que c'était presque un petit peu trop. Le match m'a donné tort et l'ambiance m'a donné tort, donc je suis content d'avoir eu tort. Voilà. Oui, non mais je comprends ton point de vue et oui, je l'ai vu passer dans le chat pour les vieux d'entre nous comme moi qui ont commencé le football à une autre époque. R3 CPH pour ceux qui ont pas qui ont encore les anciennes appellations. J'ai vu quand même 2-3 personnes regretter le but encaissé quand même. Alors moi j'ai dit qu'on en était limite content. T'en étais pas mécontent toi, Alex?
Non, mais en fait, c'est sur un coup franc qui est évitable. À la limite, Oui, si on doit regretter quelque chose, c'est c'est la peut-être ce faute. coup franc, c'est la faute. Après, le coup franc, il est plein axe et il est superbement bien placé. Je crois même qu'il touche le poteau. J'espère qu'il en tirera d'autres comme ça en PH, comme tu dis. Mais là, franchement, oui, il n'a pas la main hyper ferme, mais faut aller la chercher aussi. Oui, Non, le je mur fait pas dirais. le saut de sa vie, hein, clairement. Non, je sais pas s'il n'y a pas Miladinovic dans le mur, non? Enfin bon, ils ont peut-être pas mis les plus grands non plus, mais bon, il y a un petit peu un mur en dilettante, un gardien qui se dit ça a plus de chances de Oui, partir au-dessus que dedans, et puis il y ça avait donne déjà, cette il y avait demi-seconde déjà de 8 ou retard. 9, il y avait déjà 8 ou 9-0, enfin, je sais plus combien Ouais, à ce moment-là, voilà. c'est bon quoi. Non, si ça doit permettre d'avoir un bon souvenir pour ces joueurs-là, bah, tant mieux pour eux. Ok. Dans la compo, on a déjà parlé un peu tout à l'heure de façon très rapide. Vous, Ça vous a pas surpris? Moi, je m'attendais quand même à un plus gros turnover, mais en même temps, quand on a vu le groupe retenu par Ron Holland, on n'avait pas non plus 50 000 choix à tous les postes. Toi, Clem, tu t'attendais à ce que ça il fasse plus tourner que ça, ou tu t'attendais peut-être à ce qu'il fasse souffler? Parce qu'il y a des joueurs qui sont. Il y a eu beaucoup de changements à la mi-temps, par exemple, et on s'attendait peut-être à ce qu'il soit là d'entrée. Bah, Hollande n'est pas un grand adepte du Du turnover, changement. donc Du changement. ça Il me, pas le changement. ça me surprenait moyennement. Le seul truc que moi j'aurais reproché sur la compo de départ, c'est Nadé. Parce que comme Alex l'a dit tout à l'heure, Nadé, il est en délicatesse avec son genou depuis plusieurs semaines. Là, il sort à la mi-temps. Il y a chaque fois, à chaque match, tu le vois qu'il a des douleurs par-ci, par-là. Je trouvais que c'était un risque un peu inutile. Donc bon, j'ai pas trop compris. Bon, il l'a fait sortir à la mi-temps, donc tant mieux. Mais c'est le seul choix peut-être où j'étais pas trop en accord. Sinon, bah c'est cool. Il faut respecter l'adversaire. Donc les mecs qui sont aptes physiquement et qui sont prêts à jouer, bah tu les mets sur le terrain. Voilà, quitte à faire tourner comme il a pu le faire. Et ça m'a même surpris, hein. Même contre une R3, je pensais pas qu'il ferait autant de changements à la mi-temps. Tellement, il m'énerve en Ligue 2 à attendre la 80e pour commencer à faire rentrer Holt ou Cardona. Ouais. Donc, ouais, non. Le seul petit point noir là-dessus, peut-être, c'était Nadé, mais globalement, moi, ça m'a pas choqué de le voir mettre une équipe très compétitive. C'est aussi ça, je trouve, la beauté de ce match-là, c'est qu'ils n'ont pas joué la N3 de la SSE comme Ketini avait joué il y a 2 semaines. Là, ils ont joué, bon, il manquait Zurico, il manquait Stassin, il manquait Tardieu qui était sur le banc. Voilà, il y avait deux, trois absents. Mais ils ont joué la SSE, l'équipe A de la SSE. Et j'ai trouvé ça sympa. Ouais, donc pour toi, plutôt une bonne gestion de l'effectif. Alex, toi, t'es d'accord aussi sur ce point-là? T'es plutôt. T'es content Bah, le de. signal, ouais, le signal qu'a voulu envoyer Hollande, je pense, c'était aussi faire bosser sa défense titulaire du moment ensemble, parce que Retrouver les quand tu mets, automatismes? ah ouais, c'est ça, quand tu mets Hanan, Ferreira, Bernauer, Nadé, c'est que clairement, tu as envie de rassurer ta défense et de faire en sorte qu'elle prenne des automatismes. Sinon, Pedro avait tout à fait sa place dans cette équipe. Masson aurait pu faire quelques minutes. Enfin voilà, on aurait pu reposer du monde. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y avait un message à envoyer aussi à la défense qui devait bosser. Et puis après, non, j'ai pas été étonné. J'étais plutôt agréablement surpris que justement, on respecte aussi l'adversaire en proposant non pas une équipe de National 2 ou de National 3, mais une équipe de Ligue 2, quoi. Ok. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et du coup, dans cet effectif, pendant que vous, dans le chat, vous pouvez nous donner votre avis sur le coaching d'Orneland et sur la compo de départ, je vais aussi vous rajouter une question dans le chat et à vous, messieurs. Dans ce collectif et dans cette soirée un peu atypique, est-ce qu'il y a des individualités qui vous ont convaincu? On a prévu de parler, je vous coupe l'herbe sous le pied tout de suite, on a prévu bien sûr de mettre les projecteurs sur Ben Hall, sur les jeunes et sur Cardona et Miladinovic qui ont eu un gros abattage. Mais dans cet effectif, pour vous, ceux-là ont forcément fait forte impression. Mais est-ce qu'il y a d'autres têtes qu'on n'aura peut-être pas forcément le temps de passer en revue qui méritent pour vous d'être soulignées, Alex? D'autres têtes, bah, Cardona, évidemment, Hold, évidemment, Miladinovic, qui confirme, mais je trouve que c'est dur quand même de tirer des enseignements face à des joueurs qui sont beaucoup plus lents, qui sont pas organisés de la même manière. Je veux dire, Miladinovic,
Par exemple, il a vraiment le rôle de faire un bon match, mais en même temps, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, tu Faut vois, voir aussi. dans le chat, tu vois Stojkovic, tu vois, qu'on voit jamais, Pedro, qu'on voit pas trop, Gadek-Beku, tout J'ai ça. pas été convaincu par Stojkovic. Personnellement, je l'ai vu faire encore des drôles de choses quand il est rentré. C'est vrai que... Des passes approximatives. Mais sur l'échelle de Ferreira. Sur l'échelle de Ferreira, pour moi, c'est toujours en dessous. Donc, c'est dire si on est bas. Ouais. Mais en voilà un. Enfin bon, on parlait des bonnes surprises, mais là tu m'emmènes vers les mauvaises. Hein. Mais tu peux en parler. Tu peux en parler si t'as un flop. Ouais. Ah bah si j'ai un flop, pour moi Ferreira, Anan dans un autre style. Mais enfin Ferreira, je suis désolé, mais il m'a encore pas convaincu. Heureusement qu'il surnage. Heureusement que ce gars qui a priori joué des matchs de Coupe d'Europe surnage face à d'anciens joueurs départementaux. Mais on attend quand même plus de lui. Un but, ok. Il fait une passe décisive, ok. On attend plus, moins d'approximation. Les placements sont aussi approximatifs. Vraiment, pour moi, c'est le gros flop de Kilmer cette saison. Ouais, on n'arrive pas trop à le comprendre. Pour l'instant, en tout cas, il n'arrive pas à trouver, à montrer ce dont on présume être capable. Clem, toi, sur ses individualités, hormis tous ceux qu'on va passer en revue tout à l'heure, que j'ai cités. Ouais, non, j'ai personne à mettre en avant, si ce n'est ceux qu'on va parler, Okay. dont on va parler tout à l'heure. Par contre, sur les flops, moi, je suis d'accord pour Ferreira. C'est une horreur, franchement. J'avais alerté dessus depuis longtemps, vraiment, depuis, je crois, la deuxième ou la troisième journée. Mais moi, je ne peux vraiment pas avec ce joueur. C'est catastrophique, en fait, parce que on voit qu'il a des vraies qualités. Avec ballon, il envoie certains centres. Alors là, c'était contre une R3, mais même en Ligue 2, il a envoyé certains centres qui sont très très propres. On voit que c'est un joueur qui a plutôt un bon pied. Et s'il a joué des matchs à haut niveau, à très haut niveau auparavant, c'est pas pour rien. Mais il est tellement suffisant, il est tellement mal placé la plupart du temps. En fait, ouais, ça en devient lourd, quoi. Ça en devient lourd et c'est d'autant plus frustrant qu'on sait qu'il a des qualités. Pour moi, c'est pas un joueur qui est nul. C'est vraiment pas un joueur qui est nul. Je pourrais pas dire ça de lui un jour parce qu'on a vu des petits extraits par moment et on peut aussi se fier à sa trajectoire sur ses clubs précédents. On a vu des petites séquences de Ferreira sur certains matchs où on s'est dit ah ouais quand même. Au tout début, mais en fait, on s'est dit. Ouais, au tout début, et même par exemple, je crois que c'était contre Montpellier, où il y a certaines actions offensives qu'il fait dans son couloir, où je me dis, ah ouais, il sait faire ça, il sait faire ça. Donc le mec, il a un truc, il a des qualités, il sait toucher le ballon. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il en a rien à faire. Il en a rien à faire, il est là, ses placements sont très très hasardeux, même sur des passes simples, des fois, il va avoir un déchet, mais monumental. Franchement, ce joueur, c'est une énigme, mais c'est vraiment celui qui me frustre le plus cette saison. Et ouais, c'est un peu lassant, et je pensais pas que contre une R3, on verrait encore des choses comme ça. Mais alors bon, son match est allé de mieux en mieux, mais on va dire que sur les 20 premières minutes, mais je me demandais qui était le joueur de R3 sur la pelouse, quoi, parce que franchement, c'était assez stupéfiant. Ouais, c'était dur. Ouais, c'est clair. Et moi, ce qui m'agace vraiment, c'est ce que tu as dit au début, Clem, c'est cette suffisance, quoi. C'est ce côté, et en plus dans le groupe, je pense qu'il est un petit peu comme ça. Il sait qu'il a un statut, il sait qu'il vient d'un championnat, d'une équipe avec laquelle il a joué des matchs de très très haut niveau. Qu'il n'a pas de concurrence. Il se regarde, de toute façon. il est intouchable. Il est intouchable au sein du groupe. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Masson et Apia n'iront jamais le chercher. Stojkovic, il est à la ramasse pour l'instant, même avec les jeunes. Il sait qu'il est intouchable et que personne n'ira le chercher. Donc il peut rester dans ce niveau de prestation-là. Il reste dans les pantoufles. Peut-être que c'est là qu'on attend Orneland, mais peut-être qu'on attend Orneland à ce moment-là, au niveau de ses choix. C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut pas mieux moins de qualité, mais un mec qui en veut, qu'un mec comme lui qui est suffisant et qui finalement montre des choses qui nous coûtent des buts. Parce que si encore ça nous coûtait pas de but et qu'il était juste imbuvable sur un terrain, mais non seulement il a pas l'air très très sympa, et en plus il nous coûte des buts, quoi. Ah oui, il nous en coûte et il nous en coûte pas qu'un peu. Hein. Sur l'enchaînement Annecy et Red Star, je crois que c'était.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il nous coûte Ouais, 3 c'est buts ça. en 2 matchs. 3 buts en 2 matchs. Je sais pas, il faut se rendre compte de la chose quand même. C'est pas rien. C'est un mec qui nous a coûté des points réellement cette saison. Moi j'ai pas peur de le dire et je vois des gens dans le chat qui disent pareil. Je préfère Masson demain sur un match que Ferreira. Je préfère Apia demain sur un match que Ferreira. Je préfère Kevin Pedro qui sait jouer à droite demain que Ferreira. Mm. En fait, je préfère quasiment tout le monde sur l'équipe réserve et l'équipe A. Et on en a des latéraux droits pour le coup. On n'est pas en Mm. manque. Mm. Je préfère Et, je quasiment tout fais, le et, monde je, que Ferreira. et même, je vais te dire, quand Chico Lamba sera revenu, je préfère Ben Hauer à droite. Hein. Ah oui, pareil, vraiment pareil. Clairement. Hein. Et pourtant, tous les joueurs qu'on vient de citer, je pense qu'en termes de Capacité pure. qualité, c'est peut-être des moins bons joueurs de foot. Mais des fois, en fait, ça suffit pas. Il faut mettre plus que ça. Et peut-être que le jour où il aura une vraie concurrence, il le comprendra. Mais pour l'instant, moi, franchement, il me sort un peu par les yeux. Et c'est dommage, vraiment, parce qu'il a des qualités. Mais là, pour l'instant, c'est juste pas possible, son attitude. On va pas parler plus longtemps de Ferreira parce que c'est pas notre dossier du jour. Restez dans le chat d'ici 5 à 10 minutes. On va passer au dossier du jour qui sera, pour ne pas trop faire de changements, parce que c'est le seul remous, on va dire, c'est le gros remous en ce moment du côté de Saint-Étienne. Ça sera le cas Lucas Tassin qu'on va essayer de décortiquer pendant une dizaine de minutes. Rendez-vous tout à l'heure, mais pour l'instant la parole est à vous dans le chat par l'intermédiaire de Gab. Gab, on a parlé des individualités. Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent potentiellement qui font écho à notre équipe? On va en reparler après, comme tu disais, mais au niveau des jeunes, il y avait déjà eu un message un peu plus haut, mais on a Paul Aymar qui a beaucoup plu à Fan Synthé 42, qui nous dit Aymar était vraiment au-dessus. À partir de janvier, il doit être incorporé à la rotation. On a Sosigno qui tempère un petit peu, qui nous dit qu'il ne l'a pas trouvé sensationnel à chaque fois qu'il l'a vu jouer, et qui lui, pour le coup, trouve que El Jamali est bien plus intéressant et plus prêt à la Ligue 2, à son sens. Sinon, sur Brice Maubleu, on a Fan Santé aussi qui nous disait un peu plus tôt, je le trouve vraiment pas concentré sur les matchs de coupe. Pour le prochain match, il mérite de repartir à sa meilleure place, c'est-à-dire sur le banc. L'Arsenal n'a vraiment aucune concurrence, c'est à méditer pour le prochain mercato. Sinon, comme disait Clem en début d'intervention, on a Nadé qui était encore titulaire, on a Olex qui nous dit j'aurais mis Pedro dès le début pour éviter que Nadé risque une potentielle blessure qui, on l'a vu au début du match, aurait été très préjudiciable puisqu'il n'y avait pas d'adversité, puisqu'il nous dit qu'on a déjà Chico Lamba sur la touche, donc c'est vrai que peut-être qu'Ordoland a pris un risque un peu inconsidéré sur cette chose-là. On a Pilou qui nous dit Stojkovic, Stojkovic, belle entrée, pardon, mais ça reste contre une R3, pardon. Et par contre, pour revenir justement sur le débat Ferreira, c'est un petit peu ce qui a animé le chat à la fin, là. On a Pilou qui nous dit Ferreira, c'est vraiment une énigme. Arnold qui nous dit ce qui mérite d'être noté, c'est la faiblesse des latéraux, même contre une R3, c'est très très inquiétant. Foulque qui nous dit Ferreira, c'est incompréhensible son niveau. Mathias Le Babet qui nous dit il faut vraiment qu'il commence par ramener sa femme à Saint-Étienne. Du coup, elle est peut-être toujours au Portugal. Surtout qu'ils ont eu un enfant récemment, il doit avoir la tête ailleurs. Ce qui pourrait potentiellement expliquer certaines prestations, mais bon. On a Franz qui nous dit de Guadeloupe qui nous dit sincèrement Masson est mieux que Ferreira, comme disait Clem sur la fin. On a SSE YV6PW qui nous dit, qui tempère un petit peu, qui nous dit rappelez-vous de Stassin sur les 6 premiers mois. Je suis sûr que Ferreira sera un homme fort de la deuxième partie de saison. À voir. Et peut-être en transition de la suite, puisqu'on parlera de Benold par la suite, on a ATL 7680 qui nous dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire une Tabanou avec Benold, c'est-à-dire, j'imagine, reculer Benold au poste de latéral gauche, piston gauche, s'il musclait un peu son jeu. Donc peut-être que Alex et Clem pourront rebondir un petit peu là-dessus, mais voilà globalement sur le chat. Merci Juste beaucoup, pour Gab. Ferreira, Très vite, en ouais. effet, c'est mauvais match, c'est plus mauvais match parce qu'il y en a eu beaucoup de mauvais à mon sens, coïncide en effet avec la naissance de son enfant. Oui. C'est peut-être pas un hasard, il faut pas non plus tirer sur l'homme, et voilà, le contexte familial peut expliquer certaines choses, mais dans ce cas-là, si c'est pas de sa faute,
s'il y a des raisons autres qui peuvent expliquer une baisse de régime comme ça, bah, c'est au coach de prendre les C'est au décisions. staff, en fait. c'est le staff qui doit gérer. Voilà, donc dans tous les cas, il y a un problème, que ce soit sur le niveau du joueur, son implication, ou alors sur le fait qu'on ne veuille pas le faire souffler un peu alors qu'il a la tête ailleurs. Dans tous les cas, il y a un problème, et il faut régler ce problème, parce que c'est pas possible, et ça nous coûte des points. Surtout que tu as un staff qui est composé d'à peu près une quinzaine de personnes. Maintenant, tu as un préparateur mental qui vient. Voilà. Avec plein de nationalités différentes en plus dans le staff. Voilà. Donc, il n'y a pas plus d'excuses. À un moment donné, voilà, quand un mec va mal et si en plus il vient d'avoir un enfant, on peut se dire qu'il est déstabilisé. Je crois qu'on est capable de prendre des bonnes décisions. Enfin, nous, on est amateurs, on le voit. Donc, Eh oui. Mais c'est peut-être ça. Nous, on est objectif parce qu'on est extérieur au truc. Peut-être qu'il le voit pas, On va pas leur jeter de la pierre. Très vite, messieurs, puisqu'on parle finalement de ce match plus que ce qu'on aurait pensé. On va quand même parler de quelques individualités qui ont quand même marqué beaucoup de points. Je pense à Benold avec ses 4 buts. Je pense à Cardona qui a mis 5 passes décisives en une mi-temps. Je pense aussi aux petits jeunes qui ont montré des choses encourageantes. C'est pas les mêmes configurations. Cardona est en pleine bourre. Benold grignote 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là en Ligue 2. Est-ce que pour vous, des soirées comme ça ont au moins le mérite d'entretenir des dynamiques dans le cas de Cardona ou de lancer potentiellement quelque chose, une ressource supplémentaire dans le cas de Benold, Clem ? Alors, dans le cas de Cardona, moi, le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est surtout que j'ai jamais compris en fait pourquoi on l'avait écarté à un moment. Oui. Et Cardona, c'est un top joueur de Ligue 2, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Oui. C'est en plus un profil qu'on n'a pas dans l'effectif. Il arrive mieux sans Stas. Oui. Enfin, je veux dire, Cardona, c'est le seul qui peut prendre la profondeur comme ça, qui va multiplier les appels. Pour la Ligue 2, c'est vraiment au-dessus. Donc bon, là, en plus, il a été super altruiste sur ce match. Il fait 5 passes décisives. C'est magnifique, en fait, un joueur comme ça, quand il peut exprimer son football face à une adversité, entre guillemets, aussi faible. Donc Cardona, en fait, pas surpris. Et moi, j'ai juste pas compris pourquoi on l'avait écarté un moment. Et sur Benold, bon, son match est pas dingue, mais en effet, il ressort avec un quadruplé. Donc bravo. J'espère que ça va le mettre en confiance. Et ce qui serait bien, c'est que sur les bouts de match qu'il va prendre en Ligue 2, s'il en prend, parce qu'avec Horneland, c'est pas dit qu'il en prenne, c'est qu'il puisse avoir aussi quelques stats. Voilà. C'est surtout pour la confiance que c'est bien pour Benold, parce que moi, je ne le vois pas. En fait, je le vois vraiment un bon cran en dessous des 5 autres offensifs qu'on a. Donc, pour moi, il n'y a pas de perspective pour qu'il devienne titulaire un jour chez nous, en fait. Mais si en sortie de banc, il peut nous apporter et se remettre un peu en confiance, c'est top. C'est à ça que ça sert aussi, clairement. Oui, et puis pour répondre au message du chat, c'est pas le même profil que Tabanou. Ils n'ont pas les mêmes qualités physiques pour l'instant. Je parle en tout cas. Il n'a pas laissé voir ça. Alex, toi sur Benold, Cardona, peut-être même Miladinovic qui a fait une bonne prestation au milieu. Ouais. Bon, Miladinovic, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Oui. Je trouve que c'est un joueur qui a un profil qui est intéressant. C'est ces petits joueurs, centre de gravité bas, qui sont très rapides, qui ont de bons appuis, qui arrivent à changer de direction de manière très. C'est Bouchouari, mais qui arrive à être décisif, quoi. Oui, puis sans le mauvais caractère aussi. Ça a l'air, ouais. Bien. Sans les cartons. Non, mais ou alors quand il y a des cartons, il les prend rouge direct, voilà. A priori. Non, on n'a pas de suspense. Voilà. Non, mais Miladinovic, c'est une bonne surprise déjà cette année, parce qu'il a montré, on l'attendait absolument pas, donc c'est pas contre Écoté qu'il a confirmé ça. C'est depuis le début de saison qu'il confirme qu'il est une bonne surprise et qu'il faut compter avec lui en sortie de banc notamment, mais parfois aussi sur le terrain. Après Cardo, je suis d'accord avec Clem, donc je vais pas en parler davantage. C'est un top joueur de Ligue 2, c'est aussi un bon petit joueur de Ligue 1. Qui peut apporter à son niveau et qui a un état d'esprit admirable en plus. Donc lui, il n'y a pas de sujet. Et Benold, tu veux le voir plus ? Ouais, Benold, non, je veux pas forcément le voir plus. C'est un quadruplé, encore une fois. Il joue offensif face à une R3. On peut imaginer que mettre 3 ou 4 buts, ce soit pas non plus une dinguerie. Maintenant, il est là au bon moment, il conclut, il en veut, on voit qu'il en veut.
Moi, je pense qu'il souffre aussi du niveau, de la différence de niveau avec ce qu'il a connu précédemment. Ouais. Euh, un bon prêt pourrait lui faire du bien et un prêt dans une équipe de Ligue 2 voilà, qui a où il y a peut-être un peu moins de pression, où il aura plus de temps de jeu. C'est toujours quelque chose qui est dans la balance en janvier, mais si on recrute pas, il y aura pas de prêt de Benold à mon avis. Donc voilà. Ouais. Et ok, on va quand même parler un petit peu des jeunes, et pour ça je suis obligé de donner la main à Clem, qui les connaît bien. Et on en a parlé beaucoup cet été de ces jeunes, on en parle assez souvent ici dans le SNC. El Jamali, Aymar, qui ont montré de bonnes choses, en tout cas, qui ont été au diapason de l'équipe, qui n'ont pas été en dessous, en tout cas, c'est déjà ça. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Clem, avec ton regard un peu plus expert, on va dire, sur ces petites pépites du centre de formation? Ouais, bah forcément, en tant que suiveur de ce qui se fait du côté de la formation stéphanoise, déjà ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de les voir à l'œuvre. Bah, sur Paul Aymar, c'est vraiment un super joueur. Moi, je suis toujours autant conquis par Paul Aymar. Il a du volume, il se projette, il est disponible, comme ça a été dit déjà précédemment. C'est un joueur qui joue juste, qui en fait pas trop, je trouve. C'est vraiment un milieu de terrain très très complet. Et là, bah, face à des adversités assez faibles, je le trouve non seulement au niveau, mais je le trouve vraiment parmi les meilleurs joueurs de l'AS Saint-Etienne sur ce match-là. Donc franchement, c'est encourageant à revoir en Ligue 2, évidemment, mais à revoir en Ligue 2 une fois qu'il aura signé son contrat professionnel, c'est la condition. Ça devrait intervenir début janvier quand il sera majeur, c'est ce qui est prévu. Et à ce moment-là, si tout se passe bien, on pourra le voir en Ligue 2. Et là, pour le coup, je vais avoir vraiment hâte. Mais en attendant, bah voilà, on n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas d'événement contraire et que voilà, tout se passe bien pour le premier contrat pro démarre. Et en ce qui concerne El Jamali, son match est bon, je trouve. Voilà, le doublé, c'est un peu comme le quadruplé de Benol pour moi. C'est très très bon pour la confiance. Après, pas d'enseignement à tirer spécifiquement sur le jeu. Forcément, là, il a touché plus de ballons parce qu'il était au cœur du jeu, qu'on a eu, je sais pas combien de pourcentage de possession. Et voilà, il n'y a pas 15 000 d'enseignement à tirer. C'est surtout bon pour la confiance. Et El Jamali, c'est un joueur qui a besoin de confiance. C'est pas forcément quelqu'un de très extraverti, qui est, je pense, ultra sûr de lui. Donc, c'est vraiment important qu'il ait pu engranger cette confiance-là. Et pour moi, ce qui lui manque, c'est juste de se lâcher, en fait, dans son jeu. Parce que c'est un joueur qui a des vraies qualités avec ballon, qui pourrait faire plus de différence que ça encore en Ligue 2, qui pourrait montrer plus de personnalité. Et ça va venir. C'est un processus et j'ai aucun doute sur le fait que ça va venir. Donc, ouais, franchement, pour ces deux-là, encourageant. Et évidemment, dans des proportions différentes. Parce que pour moi, Aymar est un crack et El Jamali est un bon, voire très bon joueur en devenir. On n'est pas sur les mêmes proportions. Mais dans les deux cas, c'était intéressant à voir. Alex, après ce propos bien étayé de Clem, je t'envoie au rebond, mais là tu peux juste. Voilà. J'ai compris que je n'étais pas spécialiste des jeunes, puisqu'il est vrai d'ailleurs. Donc, non, mais Clem a bien fait la synthèse des choses. Mais est-ce que tu attends de les voir plus dans la rotation Oui, évidemment, parce que j'ai l'impression, mais ça va rejoindre finalement ce qu'on disait tout à l'heure pour. Désolé, on va reparler de lui, mais de Ferreira. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut mettre en avant les recrues Kilmer. Et que, quoi qu'il arrive sur le terrain, les recrues Kilmer sont sur le terrain. Il faudrait en effet qu'il y ait peut-être un petit peu plus de place pour certains jeunes, sans faire non plus du jeune pour faire du jeune, parce qu'ils sont en formation, parce qu'ils ont besoin encore d'apprendre. On voit aussi qu'ils sont encore un peu tendres, mais apprendre, c'est pas tout le temps assis sur le banc, quoi. Apprendre, c'est aussi à un moment donné à aller sur la pelouse et se confronter à ce niveau de Ligue 2, parce que si tout va bien, et ce qu'on souhaite tous, l'an prochain, c'est de la Ligue 1, et ce sera encore plus difficile de les incorporer. Donc voilà, la Ligue 2 est là pour ça. Ouais. On a hâte en tout cas de les voir un peu plus à l'œuvre et de se faire un avis plus précis pour nous qui ne sommes pas des experts du centre de formation. Ça laisse présager quand même de belles choses. On va passer, je vous l'avais dit, au gros dossier de l'émission, de la soirée. C'est encore le cas Lucas Tassin. Active Saint-Étienne Night Club. Et on va voir
Le prochain On match. ira direct avec le prochain match. Messieurs, pendant que je vous laisse admirer les magnifiques statistiques du match qui nous attend contre Dunkerque, on va quand même parler du cas Lucas Tassin, qui a été annoncé indisponible jusqu'en 2026 suite à sa blessure. Début de saison qui a été retardé, trêve hivernale qui pour lui arrive plus tôt. Est-ce que au final, l'avoir gardé sur ce début d'année, c'est là la question qui fâche, hein. Est-ce que l'avoir gardé un peu contre son gré, j'ai envie de dire, est-ce que c'était finalement une si bonne idée, Alex? Bah, mais aujourd'hui, oui, c'est facile Parce de qu'on dire. risque, il a peut-être des oui. côtés, quoi. Ouais, non, mais Lucas Tassin, c'est un joueur dont Kilmer a rapidement fait comprendre qu'il n'allait pas le lâcher. Et en effet, on avait la chance, on a la chance toujours d'avoir un propriétaire puissant financièrement qui peut se permettre de dire qu'à 25, 30 ou j'ai entendu des chiffres à 40 millions d'euros, on lâche pas le joueur. Ça veut dire qu'il croit fort en lui. C'est aussi un vrai signe qu'on envoie aux joueurs. Et ça veut dire aussi que quelque part, on veut se faire respecter sur le marché des transferts. Donc tout ça, je l'ai entendu. Maintenant, il y a une part aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la part psychologique. Il y a un joueur qui s'est cramé le mental pendant l'été en pensant qu'il allait finir par partir, ce qui n'a pas été le cas. Son père a largement témoigné de ça il n'y a pas longtemps dans une interview. Et il a fait un début de saison avec sa facilité où il a pu mettre quelques buts. Et depuis, eh ben, il est peut-être tombé dans une facilité qui le dessert, à savoir que il est plus aussi décisif, qu'il fait pas toujours les bons choix. On l'a encore vu lors d'une rencontre dernièrement où il tape l'équerre alors qu'il a des joueurs autour de lui à servir pour marquer plus facilement. Donc en fait, Lucas Tassin, en plus, il est en train de subir la foudre du fils. Parce que Dufus est en train d'éteindre Stassin complètement. Et aujourd'hui, s'il y a un titulaire, c'est Dufus et Stassin est numéro 2 sur les performances du moment. Donc, c'est beaucoup pour un seul joueur. Absent avant jusqu'à 2026, moi je me dis qu'en jouant une Ligue 1 le 20 décembre, peut-être que son mollet pourrait aller mieux. Peut-être. Je vous affiche en même temps les stats des Stéphanois qui ont été le plus décisifs depuis le début de la saison et je confirme que à part Ben Holt, Stassin est le dernier de tous les offensifs, de toute la ligne d'attaque en termes de buts, passes décisives. Toi, Clem, ce cas Lucas Tassin, on en a déjà parlé un petit peu ensemble, on a déjà eu des émissions où on en a parlé de ce qu'on aurait dû mieux faire de le garder ou pas. Il y a eu cette rumeur là, alors tu vas peut-être, toi qui es expert mercato, tu vas peut-être nous en dire un peu plus. La rumeur Stuttgart, parce que je vais me faire, si je le prononce mal, Stuttgart même. Je vais me faire engueuler par Patrick Guillou. Je vais me faire engueuler par Patrick Guillou s'il écoute l'émission. donc je l'ai sûrement encore mal prononcé même en faisant un effort. On a eu une rumeur de l'intérêt de Stuttgart et des prétentions de Saint-Étienne qui étaient encore autour des 40 millions. Est-ce que toi, Clem, t'en penses quoi de ce sujet? Est-ce qu'on aurait dû le vendre de cet été finalement? Est-ce qu'on doit s'en débarrasser cet hiver? Est-ce qu'on doit le garder intransférable? Est-ce qu'il est essentiel au projet monté et au projet Ligue 1? Alors, il n'est pas essentiel, non, je pense, au projet Ligue 1, loin de là même, vu qu'on a une ligne offensive qui est très très garnie. Après, je pense qu'on a quand même bien fait de le garder. Ils étaient sur leur ligne tout l'été, à savoir invendable. Ils l'ont pas vendu. Je pense qu'ils le vendront pas cet hiver non plus, parce que ça n'aurait un peu aucun sens parce que là, Stassin, on va pas se mentir, il a perdu de la valeur par rapport à il y a 6 mois. Il vaut moins cher qu'il y a 6 mois. Là, ça fait quelques matchs qu'il ne joue plus. Il y a eu des prestations de sa part qui n'étaient pas forcément ultra convaincantes en Ligue 2. Donc là, il vaut moins cher qu'il y a 6 mois. Donc ça n'aurait aucun sens de le vendre à mon sens. Bon, j'ai envie de dire, continuons comme ça. Peut-être qu'il jouera que 10 matchs sur la seconde partie de saison, mais bon. En fait, moi, ce cas Stassin, ça me fait un peu ni chaud ni froid, en fait. On a d'autres joueurs qui peuvent largement prendre le relais en Ligue 2. S'il n'est pas assez impliqué, bah écoute, tant pis pour lui, il n'ira pas à la Coupe du Monde. Il jouera moins, bah voilà, tant pis. Et sur Stuttgart,
Ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont intéressés. Ça fait, je crois que depuis mai-juin dernier déjà, ça en parle. Pas étonnant qu'ils reviennent prendre des renseignements à un mois de l'ouverture du mercato. Pour autant, ouais, moi, vraiment, je ne vois pas la SSE laisser partir Stassin. Pour le coup, ça n'aurait aucun sens. Avoir sorti les gros bras tout l'été pour le vendre moins cher que ce qu'ils auraient pu le vendre cet été, ça n'aurait aucun sens. Ok. Je suis assez intrigué par ce que peut penser le chat. Les dossiers sont volontairement amenés à être tranchants. Donc je suis très content quand je vois des avis qui sont d'accord avec nous, mais aussi très content quand je vois des avis qui sont contre ce qu'on a pu dire. Donc j'ai hâte que tu nous remontes tout ça, Gab. Ouais, complètement. Déjà sur la petite partie statistique, on a Vince SSE qui nous dit juste sur Twitch qu'il faut aussi comparer les statistiques avec le nombre de matchs joués / minutes jouées, puisque effectivement Stassin, de par ses blessures et on va dire le fait qu'il ait un petit peu boudé en début de saison, a effectivement joué un peu moins de matchs, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est peut-être moins décisif que ce qu'il aurait pu l'être. Sinon, sur les autres messages, on a Pépito qui nous dit de toute manière, Stassin, il est déjà parti dans sa tête. On a Olex qui nous dit une vente à 30 millions à l'étranger cet hiver et on laisse la place à Dufus. On a Marie Epina qui nous dit il fallait le laisser partir l'été dernier. Bon, ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours plus simple à dire après coup. On a Xavier qui nous dit de toute manière Dufus est meilleur. On a Fan Santé qui nous dit il fallait le garder, on a bien fait, il fera une deuxième partie de saison qui nous amènera en Ligue 1. On a Sosigno aussi qui nous dit peu importe que sa cote ait baissé, Kilmer a bien montré qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il reviendra à mon avis fort et surtout en Ligue 1. Donc voilà. Sinon là on a des messages qui viennent d'arriver aussi. On a Franck qui nous dit sur YouTube il a pris le melon notre ami Lucas Tassin, même s'il ne faut pas oublier qu'il est jeune. On a Marie qui nous redit il est en train de pourrir le vestiaire, il a pris le melon, ça c'est sûr. On a Céline qui nous dit sur Twitch, si le début de saison a été assez bon, ses performances semblent clairement s'être essoufflées ces dernières semaines. On a Pilou aussi qui est d'accord avec ce que disait Clem en disant que Stassin ne partira pas cet hiver. Il y a aucune raison. On a Magic Jaja, je crois pas que je l'ai dit, qui nous dit Stassin va vraiment devoir se bouger s'il veut faire la Coupe du Monde, même si ça a l'air plutôt mal parti, puisque Rudy Garcia avait dit que le fait qu'il joue en Ligue 2, ça ne marchait pas pour lui. Et on a Vince aussi qui revient un petit peu sur Dufus, qui nous dit Dufus c'est fort pour jouer en transition, mais face à des blocs bas, ce n'est pas très convaincant. Donc voilà globalement ce qui ressort sur le cas Stassin. Merci beaucoup. Sur Stassin, il faut aussi se projeter sur la Ligue 1. Même si sur la seconde partie de saison, il fait que 10-15 matchs, et on va dire peut-être que sur ces 10-15 matchs-là, il te fera gagner des points, parce que c'est un joueur qui sera largement au-dessus, je pense. Il faut se projeter sur la Ligue 1. Va chercher cet été ou cet hiver un profil de buteur de moins de 21 ans, avec les qualités de Stassin, avec autant de potentiel que Stassin, Ah oui. pour un tarif raisonnable. Bah, bon courage, franchement bon courage. Le vendre, c'est aussi se rajouter un problème de devoir aller chercher un top profil à ce poste-là, et un top profil à ce poste-là, bah, ça court pas les rues en fait. Donc pour moi, il faut voir aussi plus loin sur la Ligue 1, et on sera bien heureux de l'avoir la saison prochaine si on est en Ligue 1, je pense. C'est vrai. On va quand même devoir boucler ce dossier et on va devoir parler parce que le tirage de la Coupe de France a eu lieu un peu avant l'émission. Vous n'avez pas manqué, si vous êtes branché aux actualités des Verts, que nous nous déplacerons, comme l'a dit Alex, le 20 décembre à Nice. Alors, Nice, on en a parlé dans les dernières émissions de qu'est-ce qu'on ambitionnait sur cette Coupe de France. Beaucoup de chroniqueurs et beaucoup de personnes dans le chat ont dit au moins une affiche de Ligue 1 sympa contre un bon club de Ligue 1. Historiquement, Nice est un bon club de Ligue 1. Dans sa dynamique actuelle, c'est un peu moins vrai. En tout cas, à l'échelle européenne, c'est un zéro pointé. À l'échelle du championnat, c'est très, 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 très instable. Ils ne sont pas intransigeants sur leur terre, les Aiglons, et la SS serait peut-être bien inspirée de créer une surprise, messieurs. Alex, qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'en pense qu'on est soit la bonne équipe qui va relancer Nice Ça, on sait faire avec ça. un match
on sait assez bien relancer les équipes adverses, donc ça c'est une possibilité. Avant de parler de Nice, je regrette un petit peu que Geoffroy Guichard ne reçoive pas 32e avec une Ligue 1 parce que ça aurait permis de récompenser aussi cette ambiance à Geoffroy Guichard contre et côté. Et puis surtout, on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de Stéphanois à Nice pour le déplacement, donc c'est doublement perdant. Voilà. Après, pour parler de Saint-Étienne à Nice, bah oui, il vaut peut-être mieux jouer Nice que le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, c'est évident, vu la forme du moment. Maintenant, c'est pas tant notre attaque qui m'inquiète, parce que je sais qu'on est capable de bousculer même des équipes de Ligue 1, mais c'est notre défense. Et là, Ferreira. Et on va reparler de notre fil rouge, mais pas que. C'est-à-dire que défensivement, on offre tellement de perméabilité et tellement d'incertitude que face à Nice, chaque offensive va être un moment douloureux pour Saint-Étienne. Et puis, il faut se rappeler que la dernière fois qu'on a mis les pieds à Nice, on en a pris 8 pour une soirée plus que douloureuse. Une sacrée soirée, comme on dit. Donc voilà, c'est un match de coupe, il faut le prendre comme tel, il faut essayer de faire l'exploit, de montrer aussi qu'on est une équipe qui prétend à remonter en Ligue 1 et faire honneur, mais pas se désagréger, surtout pas. Clem, qu'est-ce qu'on en attend de ce 32e ? C'est une belle affiche. Seul point négatif, en effet, que ce soit pas un Geoffroy Guichard. Je pense que nos joueurs, les connaissant, enfin pas personnellement, mais les connaissant un peu leur profil humain, peuvent se bouger, se secouer un peu plus que sur un match de Ligue 2 classique, donc élever leur niveau, donc nous livrer un match tout à fait intéressant et où il y a peut-être moyen de faire un truc. Moi, je ne vois pas du tout prendre une raclée contre Nice. En plus, c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu fébrile en ce moment. Ouais, je pense que ça peut être un match disputé où il y aura un coup à aller faire. Bon, ça va pas être évident, évidemment. Mais non, franchement, c'est le genre d'affiche aussi, je pense, qui peut motiver un groupe. Il y aura de l'exposition. On sera regardé plus qu'on l'est des fois en Ligue 2. Donc c'est sympa. Et moi, cette Coupe de France, j'ai envie de la jouer à fond. Je l'avais dit dès le début de saison. Vraiment, on a le groupe qu'il faut, je pense, pour la jouer à fond. Donc allons-y, et si on passe ce tour-là, là on pourra commencer peut-être à parler encore plus sérieusement. Il y a 2-3 messages pour l'instant, Gab, et je vous laisse continuer de nous inonder dans le chat. Là j'ai vu, parce qu'on n'a pas parlé depuis très longtemps de ce match, mais il y a 2-3 messages qui arrivent sur le match contre Nice. Est-ce que tu peux nous en faire part ? Il y a les deux. Il y a des gens qui soulignent le entre guillemets positif pour Saint-Étienne, c'est le fait que Nice, effectivement, en ce moment va vraiment mal. On a Marie sur YouTube qui nous dit Nice ne va pas bien. On a Olex qui nous dit on n'aura rien à perdre sur ce match. On a Franz qui nous dit le 8-0 sera dans les têtes. Je suis pas forcément d'accord puisque l'effectif a pas mal bougé quand même depuis l'année dernière. On a Pépito qui nous dit on a le chic pour relancer les équipes en perdition ou les buteurs qui ne marquent jamais, donc petit point négatif pour nous. Et on a sur Twitch Socilio qui nous dit est-ce que c'est vraiment un côté négatif d'aller à Nice compte tenu de ce qui s'est passé entre les ultras niçois et les joueurs au retour de Lorient hier soir? Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y aurait eu des coups d'échanger à l'arrivée à Nice après la nouvelle défaite à Lorient. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut potentiellement jouer en faveur de la SSE. Pourquoi pas. Le contexte est difficile à Nice, ouais. Ouais, c'est peut-être le meilleur moment pour les prendre, en tout cas, avant qu'ils se réveillent, avant que la crise se passe, si jamais elle venait à passer. Ok, pour cette Coupe de France. Des fois, elle passe pas. Hein, des fois, elle passe pas. Hein. Des fois, on a vu des saisons. Voilà. Non pas. Hein. On est bien placé pour le dire. Hein. Des fois, ça passe pas. Hein. Et oui, hein, parce que je vais vous... allez, vous savez quoi, c'est le moment Opta Karl. Je vais vous dire les statistiques je vous cherche de retrouver ça. C'est pas fameux. On n'a pas débriefé beaucoup de victoires hein, au SNC. Sur 200 émissions, on a débriefé que 66 victoires et 75 défaites. Alors pour vous dire qu'on s'y connaît un petit peu en mauvaise passe.
Cette Coupe de France sera peut-être un objectif secondaire de la SS sur cette saison. En tout cas, si on arrive à se rassurer en Ligue 2, puisque nous nous déplaçons à Dunkerque pour ne pas changer samedi à 20h. Messieurs, Dunkerque est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Ils ont 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ont marqué 10 buts, ils n'en ont encaissé que 3. C'est une équipe qui est en forme, c'est une équipe qui est pas facile à prendre chez eux. Après un 11-1 contre une R3, il est pas facile à appréhender celui-là, Clem. Ouais, Dunkerque, c'est une vraie bonne équipe, en vrai. Ils remontent seulement maintenant au classement, mais ça joue bien globalement depuis le début de saison. Ils étaient juste pas récompensés en termes de résultats jusqu'à maintenant. Mais non, c'est un groupe qui est bien construit aussi parce qu'il y a une direction sportive qui bosse bien. Il y a une vraie variété de profils dans cette équipe-là. Franchement, moi, c'est une de mes équipes préférées en Ligue 2 en termes de jeu. Et j'ai peur principalement sur un point de Dunkerque, c'est sur les côtés. On a Yacine qui va être suspendu pour cette rencontre parce que carton rouge en Coupe de France il y a 2 semaines. Donc ça risque d'être Zosu et Simi sur les ailes, côté dunkerquois. Des profils qui vont à 2000 à l'heure, des ailiers vraiment de profondeur. Oh, tu relances le fil rouge. Et quand on sait nos difficultés, nous, à gérer la profondeur dans les couloirs, quand on sait un peu les erreurs que peut faire Anan et surtout la distance que laisse Ferreira à son vis-à-vis à chaque fois et le manque d'agressivité que Ferreira peut avoir sur ces situations-là, moi ça me fait un peu peur. C'est, je pense, le seul match de la saison. Alors peut-être aussi contre le Red Star, mais là c'était des pistons qu'on avait, c'était Cissé et Silla du côté du Red Star, des pistons qui vraiment allaient vraiment à 2000 et qui étaient vraiment dans la provocation et dans la recherche de profondeur constante. Là ça va être la même, ça va être Zosu et Simi qui vont... si Dunkerque nous a bien analysé, mais c'est pas si compliqué que ça va être objectif, lancer Zosu et Simi dans la profondeur. Et là ça peut faire mal. Donc franchement, Dunkerque, ça joue, il y a des bons profils, il y a des bons joueurs. C'est une équipe qui tape beaucoup de gros en plus. Ils ont tapé Red Star, ils ont tapé Troyes, ils ont tapé Reims. Donc attention, Et attention. Tu changerais des choses dans ta compo, mon Clem, là ? Bah, alors si ça tient qu'à moi, je ne commence pas avec Ferreira. Mais bon, Ferreira, sans faire une fixette, encore une fois, jamais de la vie je commencerai avec Ferreira, perso, si c'était mon choix à moi. Mais bon, Orneland mettra Ferreira, évidemment. Donc sinon, pour moi, on resterait sur du classique niveau compo. La défense, du coup, qu'on a eu contre Écotais. Le milieu de terrain, Tardio Jaber Mouefet, qui est une attaque, du coup, peut-être Cardona, Zureko, Dufus. Peut-être Bouakier qui pourrait faire un petit tour sur le banc. Mais bon, voilà, globalement, on sera sur du classique. Mais ouais, personnellement, ça me dérangerait pas d'avoir Apia à la place de Ferreira, ça c'est sûr. Ah, c'est plus scolaire, quoi. Puis c'est plus, voilà, au moins on a moins de surprises. Alex, ce match à Dunkerque, je vais pas dire qu'il a des allures de match piège parce que on n'est pas non plus grandissime favori, mais en tout cas, c'est un match sacrément casse-gueule dans le contexte actuel et avec la dynamique des deux équipes. Ouais, après, moi, je pars du principe que Saint-Étienne reste quand même favori dans toutes ces confrontations cette saison, surtout en étant classé deuxième. Donc, si on reste favori, mais on est des favoris en danger chez une équipe qui joue extrêmement bien, dont j'aurais préféré qu'elle garde l'espèce de fou furieux qu'elle avait recruté comme coach en début de saison. Peut-être que la mayonnaise aurait moins bien pris, mais tant mieux pour eux. Ils ont une vraie logique sportive en plus qui est gagnante et ils travaillent très bien a priori dans ce club. Donc voilà, ça fait une saison dernière qui était intéressante, cette année encore. Bon, je suis d'accord avec Clem. Mettons le point final avec Ferreira. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre à droite. Pedro peut jouer à droite, pourquoi pas. Masson. Il a peut-être laissé aussi passer sa chance à un moment donné et on voit que quand il rentre, c'est pas toujours hyper convaincant, mais un jeune comme Pedro pourrait prendre sa place. J'ai l'impression qu'il a 5-6 bornes en trop, Masson surtout. Ouais, non, mais Masson, je pense qu'il est là, on le sort de temps en temps pour lui faire prendre l'air
Et puis pour rappeler à d'autres clubs qui sera sur le marché des transferts en janvier. Il est dispo, faut pas hésiter. Voilà, ouais. C'est ça, et j'ai envie de dire, Apia, c'est un peu pareil. Hein. Personne ne compte véritablement sur lui. Hein. Ah, c'est la technique du mec qui recrée une annonce Vinted à chaque fois qu'il n'arrive pas à vendre son véhicule. Quoi. C'est exactement ça. Votre offre a expiré. Veuillez renouveler votre annonce. Ben, on est un petit peu là-dedans. Et alors que Pedro pourrait être une solution, voilà, à droite. Moi, je milite, voilà. Après, pour le reste, il n'y aura pas de grande surprise. En attaque, je suis d'accord avec un Dufus face à une équipe qui va se livrer. Donc, Dufus peut vraiment être intéressant. Cardo est en pleine forme. Davita devrait certainement revenir. Et au milieu, on a des vraies certitudes avec notre trio. Donc, voilà. Merci beaucoup les gars. Dernier tour du côté du chat, j'ai vu des pronostics passer Gab, et c'est toi qui auras du coup le dernier mot autour de cette table. Quelques petits pronostics et envie pour la compo. Niveau compo, pour commencer, on a Olex qui nous dit, qui aimerait lui aussi voir Pedro à la place de Ferreira à droite. On a Fanatic Beer qui nous dit que Boaquier devrait une fois de plus être titulaire, même si Dufus est potentiellement de retour. Sur YouTube, on a Marie, justement, pour parler de Dufus, qui nous dit que normalement Dufus devrait reprendre l'entraînement avec le groupe demain. On a Franz qui nous dit qu'il aimerait voir Masson, lui, à la place de Ferreira, voire Apia, mais ouais, c'est sûr que Ferreira n'a pas beaucoup de soutien dans le chat. Ouais, les faveurs du public, exactement. On l'a pas vraiment aidé. Hein. On l'a pas vraiment soutenu non plus. C'est clair. Et sinon, il y a quelques messages pour parler un petit peu de Dunkerque, qui parlent de Bardelli, qui avait été annoncé un temps à Saint-Étienne cet été, et qui, on le voit sur le petit tableau statistique, est à 6 buts. C'est sûrement le meilleur joueur de Dunkerque en l'absence de Yacine, donc attention à lui. Et sinon, sur les pronos, on a Fan Synthé sur Twitch qui nous dit, dans les grands matchs cette saison, on a toujours fait le boulot. Il faudrait au moins un point. Et lui, il nous pronostique un 2 partout. Et sur YouTube, on a Pépito qui pronostique un 1 partout. On a Marie qui voit un 2-0 pour Saint-Etienne avec des buts de Dufus et Cardona. Et on avait France aussi plutôt, qui est plus haut dans le chat, qui avait mis 2-0 pour Saint-Etienne aussi. Donc, okay. Donc plutôt du positif. Et c'est quoi ton prono, Gab, toi? Moi, je pense qu'on va prendre un but, mais qu'on va gagner 2-1. Et je verrais bien Cardona et David Ashvili en buteur. Ok, Alex? Face à une équipe qui prend des buts aussi et qui en marque pas mal comme nous, 3-2 pour Saint-Étienne. Beau match spectaculaire avec un Cardona, un Davita et puis mon chouchou Dufus. Ouais, je note. Hein. C'est pour mon côté match. Si vous voulez gagner d'argent, par contre, ne me suivez absolument pas. Hein. Oui, c'est parce que ça, j'ai pas précisé la stat, mais Alex, voilà. C'est pas le plus chanceux du monde. Hein. Pas du tout. Clem? Eh ben moi, je vois un match nul, 2-2, avec des buts de Zurico et de Dufus, que ce soit titulaire ou en sortie de banc. Et alors, je sais que ça compte pas pour le jeu, mais quasiment sûr que Bardelli va marquer. Et d'ailleurs, c'est un joueur qu'on suit toujours et qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Mais ouais, je sens bien Bardelli nous en planter un. Ça me semble être un peu dans la logique des choses. Ouais, moi j'ai pas encore réfléchi au score et puis on est pressé par le temps, donc je vais pas le faire, mais je mets une petite pièce sur le but de Ferreira. Moi je mets une pièce sur le but de Ferreira, vous m'avez convaincu pendant toute l'émission et moi j'y crois à mort. La grosse cote, hein. C'est la grosse cote, c'est pour moi, c'est moi qui offre, c'est pour la 200e. Ouais. En tout cas, merci messieurs d'avoir été... Tu l'as fait un petit euro million dans la foulée quand même. Hein. Ouais, bah je m'engage à faire quelque chose en tout cas, si ça arrive. Je sais pas encore quoi, je vous laisserai choisir dans le chat. Voilà, merci d'avoir été là pour la 200e, ça s'est passé très vite et aussi vite que depuis la première émission, l'aventure SNC. J'espère qu'il y en aura... Aussi vite que Ferreira. Ouais, non, pas aussi vite que Ferreira en tout cas, on va l'espère. arrêter. Il y a eu des saisons rapides et des saisons longues, en tout cas c'est une belle aventure.
aventure. On espère qu'il y en aura au moins tout autant à venir, si ce n'est encore plus, que l'aventure continuera de grandir avec vous à nos côtés, ceux qui sont là depuis le début, comme Alex et certains de vous dans le chat, et certains qui nous rejoignent en cours de route, comme Clem, Gab et beaucoup d'autres que je vois passer aussi dans le chat YouTube et Twitch. Et en podcast, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est trop chouette de partager ça avec vous, de parler de synthé, de parler de notre amour du club. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous comme d'habitude, et n'oubliez pas, allez les verts. Ciao les gars. Salut les gars. Allez les Verts.